Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer les outils et les fonctionnalités pour l'animation Puppet Cutout dans Toon Boom. Contrairement à l'animation traditionnelle, où on a donc un enchaînement de dessins qui donne l'illusion du mouvement, dans l'animation Puppet Cutout, on aura un seul dessin sur lequel on ajoutera des clés d'animation pour le faire bouger. Donc premièrement, il nous faut quelque chose à bouger. Pour cette partie, ce sera comme pour les autres vidéos, ce sera avec les outils de dessin traditionnels. On peut même faire comme l'autre fois, un dessin de sol, comme ça on se repère. Ensuite un nouveau calque qui me servira de balle. Donc jusqu'ici c'est pareil. Sauf qu'ici, étant donné que je n'aurai qu'un seul dessin que je vais bouger avec le logiciel, contrairement à l'animation traditionnelle où j'allais devoir redessiner 15 fois le même dessin, ici comme je dessine qu'une fois, je peux me permettre d'avoir un dessin un peu plus élaboré. Une fois que notre dessin est fait, si on veut pouvoir faire une animation et donc pouvoir le bouger, il faut que notre exposition du dessin soit à plus qu'une frame. Donc comme on avait vu avec l'animation traditionnelle, par défaut, lorsqu'on crée un dessin, le logiciel ici vient créer automatiquement une exposition sur une seule frame. Donc, pour rappel, on augmentait l'exposition du dessin. Donc pour ça, le plus rapide, c'était de se mettre sur la dernière frame et puis on appuie sur F5. Si on veut être sûr de ne pas se tromper et de ne pas faire d'animation sur le sol, je peux locker des calques. Donc, par exemple ici, si je sais que je ne vais plus jamais toucher au sol, je peux me placer sur ce calque et appuyer sur le cadenas. Ainsi il sera locké et je sais que je ne vais pas faire d'erreur. Donc il faut bien sûr être sur le bon calque pour pouvoir animer. Et puis je peux activer mes outils d'animation cutout. Ces outils d'animation se trouvent ici à gauche. Ça va se faire ici avec l'outil Transform. En général, quand on anime en cutout, il faut toujours s'assurer que ces deux boutons, donc l'Animate Current Frame et le Transform, soient toujours activés. Parce que, vous voyez ici, j'ai une boîte de transformation qui va me permettre de modifier mon dessin. Ça pourrait être confondu avec l'outil Select, qui est l'outil Select. Effectivement, si je viens sélectionner mon dessin, j'ai aussi une boîte de modification. Je peux aussi modifier complètement mon dessin. La différence entre les deux, c'est que le Select va modifier vraiment les traits. Donc si j'avais plein de clés d'animation sur ma timeline, si je venais modifier une information ici avec l'outil Select, ça se serait modifié partout parce que c'est le dessin qu'on modifie. C'est pas une clé d'animation, c'est vraiment le dessin qu'on vient modifier à l'intérieur. Donc ça, il faut faire vraiment attention. J'illustrerai ça quand on aura toute une animation pour que vous voyez vraiment ce que ça fait. Donc attention de ne pas confondre. En général, quand on commence à s'y connaître, on ne confond plus parce que vous voyez avec l'outil Select, on a une boîte orange, on a une boîte de transformation orange, alors qu'avec l'outil Transform, la boîte est rose. Donc en général, quand on commence à animer, on ne se trompe plus. La première chose que je remarque déjà, quand je faisais un peu n'importe quoi, c'est que les modifications se font d'une manière pas hyper précise. Et ça, c'est à cause du point de pivot qui se trouve au centre. Donc par défaut dans Toon Boom, quand on va créer un nouveau dessin, le point de pivot va toujours se placer au centre de ma vue caméra. Donc ça va être un peu embêtant, parce que si par exemple je voulais que ma balle tourne sur elle-même, et bien ici, toutes les transformations que je vais faire sur cet objet va se faire par rapport au point de pivot. Donc ça va vraiment pas être précis si mon point de pivot se trouve n'importe où. Je peux effectivement venir juste l'attraper et le déplacer sur mon objet pour pouvoir faire cette modification. Maintenant on remarque qu'en fait le point de pivot ne bouge pas réellement. C'est juste ici parce que je l'ai attrapé et que je l'ai bougé, il va être effectif maintenant. Mais si je désélectionne mon objet et que je viens le rechercher, le point de pivot s'est replacé au centre. Donc quand je crée un nouvel objet, c'est toujours bien de penser à replacer son pivot pour éviter d'avoir des transformations qui se font n'importe où et d'être emmerdé après par la suite quand on va vouloir animer. Donc pour bouger ce pivot définitivement, ça va se trouver avec les outils qui se trouvent ici en haut, l'Advanced Tool. Si vous ne l'avez pas dans votre interface, vous pouvez venir l'appeler en cliquant droit sur l'interface et c'est Advanced Animation qui va donner ce panel d'outils. Et l'outil qui va nous intéresser, c'est le premier, le Translate. Une fois que je clique dessus, il faut évidemment bien avoir sélectionné notre calque pour savoir sur quoi il va utiliser l'outil. Donc je sélectionne bien mon calque. Je viens chercher mon outil Translate
et je vois que l'apparence de mon pivot a changé. Je peux maintenant venir l'attraper et le placer à l'endroit que je veux. Ici, je vais le placer au centre. Et pour valider, je vais devoir recliquer sur mon outil Transform. Ça, c'est ce qui va me permettre de valider mon changement. Une fois que je le fais, je vois que mon pivot a effectivement changé de place. Et maintenant, si je désélectionne et que je viens rechercher mon calque, le pivot n'a plus bougé. Donc je peux déplacer mon objet. Je vois qu'automatiquement, il va me mettre une première clé. Donc, si je reviens en arrière, je vois que je n'ai plus aucune clé sur ma timeline. Et si je bouge mon objet, il vient automatiquement me mettre une clé sur ma timeline. Si je me mets ailleurs et que je bouge mon objet, automatiquement, il me mettra la deuxième clé. Et je peux voir qu'il a bien enregistré mes deux positions entre ces deux clés. Si je ne veux plus cette clé, attention de ne pas supprimer la clé avec delete. Ça ne marchera pas. Quand on utilise le delete, ça enlève effectivement la clé, mais ça me fait un trou dans mon dessin. En fait, delete va venir supprimer absolument tout ce qui se trouvait sur cette frame. Donc il m'a retiré ma clé, mais il m'a aussi cassé mon dessin. Donc je peux après reconstruire mon dessin, c'est pas le problème, avec F5 ou comme on avait vu avec les outils d'animation traditionnelle, je viens sélectionner et je viens reconstruire ma timeline avec l'outil Fill Empty Cell. Mais maintenant ça va être, si vous faites ça tout le temps, ça va déjà vous doubler le travail et en plus ce ne sera pas propre du tout. Donc ce qu'on va utiliser plutôt pour retirer la clé d'animation, ça va être ce bouton-ci, le Delete Keyframe. Ça c'est ce qui permettra d'effacer la clé en restant propre. Le KF+, bien sûr, ça rajoute simplement une clé d'animation. Maintenant ça rajoutera une clé d'anime par rapport à là où vous vous trouvez. Donc ici comme je n'avais pas bougé ma balle, elle est à la même place. Après, si je veux être sûr d'avoir bien ma clé, je peux toujours placer une clé et puis venir bouger. Automatiquement, il enregistrera la position dans cette clé. Donc voilà, ça se jouera vraiment avec ces deux outils, le KF+ et le KF-. Donc normalement, vous remarquerez que j'ai une ligne qui est apparue entre mes deux clés. Cette ligne, c'est une interpolation automatique. Donc c'est une fonctionnalité de Toon Boom qui permet de calculer automatiquement les intervalles entre deux clés d'animation. Je vois que si je bouge mon curseur, effectivement, entre mes deux clés, il va me calculer automatiquement ce qui se passe. C'est hyper pratique pour gagner du temps, mais si on ne le maîtrise pas, ça va donner un côté ultra artificiel et précalculé à notre animation, ce qui va vraiment pas être joli. Je peux voir ici, si je fais lecture, voilà. Effectivement, ma balle bouge de gauche à droite, mais il n'y a aucune personnalité à cette animation. C'est vraiment hyper mathématique. Donc si on ne le maîtrise pas, on n'a pas vraiment l'opportunité de jouer avec ça. Ça rendra des animations super plates et vraiment moches. Donc ici, je vous fais la théorie, mais à mon cours, on essayera de s'en passer un maximum. Donc ici, elle s'est mise de façon automatique, mais à tout moment, je peux la retirer. Pour ça, je dois me trouver au niveau de mon interpolation, donc à partir de ma première clé jusque la frame avant la deuxième clé, parce que si je me trouve sur la deuxième clé, il compte que c'est une autre action. Donc je ne pourrais pas retirer mon interpolation si je me trouve sur cette clé-là. Donc je dois me trouver à n'importe quel endroit de cette portion-là et venir cliquer sur le Set Stop Motion Keyframe. Cliquer là-dessus m'enlèvera l'interpolation, donc la ligne entre mes deux clés. Ça veut dire que pour le logiciel, je n'ai plus que deux informations, ma première clé et ma deuxième clé. Et il ne se passe plus rien entre les deux. Si maintenant je veux ajouter mon interpolation, c'est de la même façon que je dois me trouver n'importe où entre ces deux clés avant la deuxième clé. Et je viens cliquer sur l'outil à côté, Set Motion Keyframe. Pourquoi le nom de ces outils? Parce que en fait, on compte que le Set Stop Motion Keyframe, en fait, ça aura une logique de stop motion. La stop motion, c'est quoi? C'est vraiment juste un enchaînement d'images fixes. Donc, on va prendre des photos en bougeant notre modèle, et chaque photo mise les unes à la suite des autres donneront l'illusion du mouvement. C'est exactement l'animation traditionnelle, ou la stop motion. Donc, on peut choisir en fait que malgré qu'on fait du cutout, on va utiliser une logique de stop motion, donc uniquement utiliser des clés d'animation sans avoir un précalcul entre ces clés qui va donner un côté lisse, un côté motion. Donc c'est ça qu'il faut retenir. La motion keyframe, ça va être ce côté hyper lisse qui ne laissera aucune place à l'arrêt de l'image.
Et le Stop Motion Keyframe, c'est ce qui va nous permettre d'utiliser uniquement les clés d'animation. Maintenant, je peux très bien jouer avec les deux. Je vous en parle parce que si vous venez d'installer le logiciel, Toon Boom par défaut va automatiquement mettre des interpolations à chaque fois que vous placez une clé. Donc je l'ai vu, à chaque fois que je venais bouger mon modèle, il vient m'ajouter une interpolation. Alors que quand on travaille sur une animation, c'est vraiment primordial de bien travailler ces pauses clés. Donc on va vite être parasité par ces interpolations. Donc c'est important de savoir comment les retirer quand on travaille notre animation, parce que c'est vraiment important de d'abord travailler en clé d'animation avant d'ajouter des interpolations. Comme je disais au début, l'interpolation, elle va être hyper automatique, donc il faut vraiment la travailler pour que ça donne un bon rendu. Et on ne saura pas la travailler si on n'a pas placé de bonnes clés d'abord. Par défaut, le logiciel va toujours placer des interpos, mais on peut lui dire de le réduire. Donc ça va être dans les préférences. Edit préférences et on va venir cocher Stop Motion Keyframe. Parce que le logiciel est têtu, il continuera de temps en temps à nous mettre des interpolations automatiques, mais il en mettra moins. Donc ici en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au logiciel qu'on veut travailler en mode Stop Motion. Donc il nous mettra moins d'interpolations. Donc maintenant pour entrer dans l'animation concrète, pour savoir comment justement travailler cette interpolation. Pour la rendre intéressante, je vais placer mon interpolation. Donc pour comprendre ce que fait cette interpolation, je vais allumer du coup mon onion skin. Mon onion skin a l'air de ne pas marcher. Donc pour voir ce qui se passe, je vais devoir ouvrir mon panel d'onion skin. Et pour rappel, pour ceux qui ont vu la vidéo sur le traditionnel, je vous avais dit qu'en traditionnel, on se met en by drawing pour être plus confortable. Et bien ici en cutout, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que j'ai un seul dessin. Tout simplement. En cutout, on va travailler avec un seul dessin sur lequel on va mettre des clés d'animation. Donc pour le logiciel, ça n'a pas de sens de lui demander d'afficher le dessin précédent parce qu'il n'y en a pas. Quand on travaille en cutout, il faut absolument bien mettre notre onion skin en by frame. Ici, il m'affiche la frame qui se trouve avant et je peux venir allumer toutes les frames dont j'ai besoin. Donc ici, maintenant, j'ai le fantôme de mon animation et je vois vraiment ce qui se passe. Le logiciel, en fait, m'aura mis chaque interpo de manière hyper calculée, hyper mathématique. Chaque frame ici qui apparaît. Si je viens couper mon interpolation, je vois que je n'ai plus rien. Parce que j'ai plus que cette frame-ci, cette clé d'animation et celle-ci. Donc ma frame précédente, c'était la première. Si je viens mettre mon interpolation, il remplit l'espace entre les deux. Et donc pour pouvoir bien travailler ça et rendre une animation intéressante, c'est pareil en traditionnel, il va falloir bien comprendre la notion de spacing et de timing. Donc par exemple, même sans interpo, j'ai ma première pause qui se trouve en frame 1, ma deuxième pause qui se trouve en frame 10. Ça veut dire que ça me prendra 10 frames pour arriver du point A au point B. Si je viens jouer mon anime, donc voilà, le timing, c'est vraiment le nombre de frames qui sépare mes deux clés d'animation. Si on veut allonger le timing, donc faire une animation plus lente, eh bien, il suffit d'ajouter des frames à l'intérieur. Si on était en traditionnel, je vous dirais d'ajouter de l'exposition à votre dessin. Ici, il suffit de reculer la clé. Donc je peux juste attraper ma clé et la reculer sur ma timeline. Et donc, l'animation prendra plus de temps à se jouer. Donc au plus on a de frames entre deux clés, ou au plus on a de frames dans une exposition de dessin, au plus notre action prendra du temps. Au plus il y a de frames, au plus c'est lent, et donc au moins il y a de frames, au plus c'est rapide. Et le spacing, qu'est-ce que c'est? Eh bien le spacing, ce sera le nombre de dessins qu'il y aura entre ces deux clés. Donc c'est pas la même notion que les frames. Les frames, ça va toujours être hyper équilibré, donc le nombre de frames sera toujours le même. Par contre, le nombre de dessins, ça c'est quelque chose qui va être vraiment déterminant. En traditionnel, je ne suis pas obligé d'avoir 10 dessins dans mes 10 frames. Comme j'avais dit en traditionnel, en général, on essaye d'avoir un ratio de 1 dessin toutes les 2 frames pour que ce soit fluide. Maintenant, la manière dont on va faire ces dessins et le nombre d'expositions qu'il y aura dans ces dessins, ça va beaucoup changer. Ici, en cutout, si je rallume mon interpolation, je vais rouvrir mon onion skin pour voir ce qui se passe. Ça, c'est le nombre de dessins qui s'est mis. Étant donné que le logiciel
il m'a mis une interpolation sur toutes mes frames. Je vais vraiment avoir un dessin par frame. Mon interpolation, je peux venir la casser à tout moment en mettant une clé d'animation. Maintenant, je vais avoir moins de dessins, mais j'ai toujours le même timing. J'ai toujours 10 frames pour arriver du point A au point B, mais ici j'ai mis moins de dessins. Si je retire maintenant mes clés et que je remets l'interpolation, je vais de nouveau avoir un dessin par frame. Et maintenant, la façon dont ces dessins vont s'organiser à l'intérieur, ça va être le spacing. Donc, est-ce que mes dessins vont être concentrés autour d'une clé? Est-ce que mes dessins vont être équilibrés? Ici, c'est le logiciel qui a calculé automatiquement mes intervalles. Du coup, forcément, c'est hyper automatique. Donc, je vais avoir quelque chose de très équilibré. Chaque dessin sera équidistant par rapport à l'autre. Donc ça, ce sera un spacing neutre. C'est ça qui donne cette animation hyper neutre du point A au point B. Et donc, en fait, la façon dont je vais répartir ce spacing, c'est ça qui donnera des impressions de ralenti ou d'accélération. Au plus on aura de dessins concentrés autour d'une clé, au plus ça donnera une impression de lenteur. Ça, ce sera la même chose en traditionnel. Et inversement, au moins j'aurai de dessins près de cette clé, au plus ça donnera une impression d'accélération. Donc en traditionnel, il nous suffit de dessiner les dessins où on veut. Mais comment faire ça concrètement en cutout? Donc en cutout, je peux avoir la même logique qu'en traditionnel. Si je viens simplement bouger clé par clé, voilà, je peux avoir la même logique que le traditionnel, en bougeant vraiment clé par clé. Mais il y a moyen de faire ça rapidement avec l'interpo. Une fois qu'on a notre interpolation automatique, on va pouvoir en fait jouer avec ce spacing grâce à l'outil SetIs for Multi-Parameters. Ça, c'est notre outil qui va nous permettre de jouer avec ce spacing à l'intérieur d'une interpolation. Donc voilà comment se présente l'outil. Donc cet outil va nous permettre de décider la répartition des dessins à l'intérieur de notre interpolation. Donc qu'est-ce que c'est? La ligne horizontale qu'on a ici, c'est le schéma de notre timeline. Donc on a depuis la première frame jusqu'à la frame 10 ici. Les carrés blancs, ce sont les clés. J'ai effectivement une clé à la frame 1 et une clé à la frame 10. Et la ligne ici au milieu, c'est la répartition des dessins sur notre interpolation. On a plusieurs façons de se diriger dans cet outil. Donc on peut bouger d'une clé à l'autre avec le Apply Next et Apply Previous. Donc je peux bouger d'une clé à l'autre. Je vois que c'est toujours la même timeline, sauf que là on commence à partir de la frame 10. Il y a la frame 1. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire concrètement? Donc je disais que cette ligne, c'était la répartition des dessins qui se trouvent entre la frame 1 et la frame 10. Et donc pour l'instant, elle est complètement neutre. C'est pour ça qu'on a cette répartition très équilibrée. Et bien si je viens attraper ici le petit crochet rouge et que je le bouge, je vais pouvoir jouer avec une courbe de Bézier. Et ce que ça va faire en fait, c'est que la courbe va déterminer le nombre de dessins près de la clé. Donc concrètement, ce que ça va faire, c'est qu'au plus ma courbe sera proche d'une clé, si je fais Apply, donc voilà, au plus ma courbe est grande, au plus les dessins, donc j'ai toujours que 10 dessins, mais je peux voir que sans rien ajouter de plus, j'ai mes deux clés, sans rien ajouter de plus, je peux complètement bouger les dessins à l'intérieur de mes deux clés. Revenir vers quelque chose de neutre, ajouter des dessins vers ma clé 1, et donc ça, l'incidence que ça aura, si je fais ce genre de courbe, c'est que j'aurai donc une accélération. Parce que ma balle se trouvera dans cette zone pendant plus de temps, et on aura quelques dessins où la balle sera ici, et puis en un coup, elle ira au point B. Donc ça donnera une accélération. A l'inverse, si je viens mettre ma courbe de l'autre côté, j'aurai un ralentissement, parce que ma balle va directement arriver là, et puis ralentir. Et donc ici, pour voir concrètement ce que ça fait, je vais allonger mon animation, comme ça on peut voir une vraie incidence. Je peux donc, si par exemple, voilà, je mets ma courbe ici, donc j'aurai une accélération. Donc on passe à quelque chose de neutre.
à une accélération. Je peux aussi faire un ralentissement. Et je peux aussi mixer les deux. Donc si par exemple maintenant je donne une information ici, et que je vais sur mon autre clé pour donner la même information, ça donnera du coup cette forme de S parce que les dessins seront répartis juste entre les deux clés, avec le moins de dessins possible au milieu. Donc juste en changeant ces quelques informations, on arrive déjà à modifier notre animation. Donc juste avec deux clés, une interpolation et un petit potage, on arrive déjà à avoir une animation un peu plus intéressante que si on l'avait laissée par défaut. Une fois que notre animation est finie et qu'elle nous convient, en studio, en général, on ne va jamais laisser l'interpolation. On va la casser en clé d'animation. Comme en traditionnel, on reste sur un ratio de 1 dessin toutes les 2 frames, l'œil va sentir qu'avec l'interpolation, c'est un peu trop lisse. Et donc, en général, on va casser cette interpolation à valeur de une clé toutes les 2 frames. Comme en animation traditionnelle, on a un dessin toutes les 2 frames, pour se rapprocher d'une sensation un peu plus naturelle. Pour ça, on a un outil qui le fait automatiquement. On va juste devoir sélectionner la portion de notre timeline où se trouve l'interpolation. Et puis, je vais venir chercher l'outil Create Keyframe On. Et en fait, je peux le paramétrer comme je veux. Je pourrais lui dire de mettre une clé toutes les frames, toutes les 3 frames, toutes les 4 frames. Donc nous, on va rester sur un ratio de une clé toutes les 2 frames. Et quand je vais valider, il vient me casser mon interpolation pour me mettre une clé toutes les 2 frames. On peut faire un rappel de tous les outils en montrant l'animation du rebond d'une balle, pour faire comme pour en traditionnel. Donc premièrement, je vais placer ma balle à un certain endroit. J'ai ma clé. Si je veux un rebond, le pivot ne m'intéresse pas au centre de mon dessin, j'aimerais bien l'avoir au niveau du sol, parce que par exemple si je veux faire l'écrasement, ça va pas être hyper pratique comme ça avec mon pivot au centre. Donc je replace mon pivot avec l'outil Translate, je le place au niveau du sol, je valide en revenant chercher mon outil Transform, donc je peux me mettre voilà, à un certain endroit. Et puis je peux venir récupérer ma première clé si je veux qu'il atterrisse au même endroit. Donc si vous vous souvenez, en traditionnel, je vous parlais de la notion de clone lorsque j'essayais de faire une copie. Ce ne sera pas le cas ici pour le cutout. Parce que la notion de clone, ça fonctionne sur des objets. Donc par exemple des nodes, des layers de dessin, des expositions. Alors qu'ici, ce que je vais copier, c'est ma clé d'animation. Donc c'est l'information qui se trouve sur ma clé d'animation. Donc on considère plus ça comme une information que comme un objet. Donc je peux faire un CTRL-C, CTRL-V, sans que ça me crée un clone. Je peux le bouger, le modifier, ça ne modifiera pas ma première clé. Alors, je vous ai montré tout ce qui était à voir avec l'interpolation, mais je vous avais dit qu'à mon cours, on essayera d'utiliser l'interpolation le moins possible. Parce qu'effectivement, c'est très pratique. Maintenant, si je reliais simplement mes 3 clés, donc ma clé de basse, puis ma balle saute, ma clé et de nouveau basse, ça c'est ce qu'on appelle les poses clés. Les poses clés, c'est celles qui racontent l'histoire. Donc on avait une balle ici, elle a sauté et elle a atterri. Ça c'est mes poses clés, c'est mon histoire. Maintenant je pourrais du coup simplement mettre mon interpolation, mais ça donnera vraiment quelque chose d'automatique. Et si je veux maintenant faire des breakdowns, donc autant les clés d'animation c'est celles qui racontent l'histoire, que le breakdown c'est les clés qui vont me raconter comment l'histoire se passe. Donc par exemple ma balle saute, d'accord, mais elle saute de quelle façon ? Est-ce qu'elle saute rapidement? Est-ce qu'elle s'écrase sur le sol? Quel est son poids? Tout ça, c'est ce que le breakdown va nous donner comme information. Et en fait, lorsqu'on travaille avec les clés d'animation où on met directement l'interpolation, ça va nous compliquer la tâche pour pouvoir mettre des breakdowns efficaces. Par exemple ici, si maintenant je voulais que ma balle s'écrase, et bien ma balle est déjà en train de s'envoler. Donc je vais devoir casser mon interpolation, commencer à bouger des choses. Ce ne sera pas efficace et ça va nous embrouiller. Donc moi, je vous conseille d'essayer de travailler le plus possible sans l'interpolation. L'interpolation, ce sera vraiment à ajouter tout à la fin, lorsque toutes vos clés seront posées et que votre animation commencera déjà à fonctionner, que vous allez pouvoir gagner un peu de temps avec l'interpolation pour gagner du temps sur les intervalles. Mais comme en animation traditionnelle, on ne va pas s'amuser à faire déjà des intervalles entre chaque pose clé avant même d'avoir décidé qu'est-ce qu'on allait faire comme animation. Les outils qu'on va voir pour le cutout, ça va juste nous permettre de gagner du temps, mais ça ne va pas faire le boulot à votre place. Donc ici, si je veux travailler efficacement, je vais retirer mes interpolations et je vais penser à mes breakdowns. Donc j'ai mes poses clés qui fonctionnent, mon histoire me convient.
Maintenant, ce que je vais lui dire, eh bien, c'est que ma balle va s'écraser pour prendre de l'élan. Ensuite, si elle prend de l'élan, j'ai besoin qu'elle s'allonge. Donc ici, je l'ai écrasée. Après, je peux récupérer cette clé. Donc attention, avec le cutout, à force de modifier notre dessin, on risque de perdre notre modèle. Si maintenant je reviens ici, je vais peut-être complètement perdre mon modèle. Voilà, il a complètement grossi. Donc attention de toujours bien garder votre modèle, c'est hyper important. Donc moi, ce que je conseille en cutout, c'est de profiter de pouvoir facilement venir récupérer nos clés et de, lorsqu'on fait une nouvelle pose, toujours repartir d'une pose neutre. Donc ici, j'ai fait mon squash, je récupère ma pose neutre pour venir faire mon stretch. Pour essayer de garder un maximum les proportions de mon modèle. Alors je peux refaire ici mon squash and stretch, mais je peux aussi simplement venir récupérer mes clés et les replacer ici. Donc après, on lit l'animation pour voir si ça fonctionne, si ça nous convient. C'est avant l'interpolation qu'il va falloir maintenant réfléchir au timing. Parce que s'il y a l'interpolation, le timing sera complètement écrasé. Dans notre animation, on aura beaucoup plus de mal à sentir ce qui se passe parce que tout sera lissé. Pour ajouter du timing, je peux soit venir attraper ma clé ou la bouger. Si maintenant je veux ajouter du timing à l'intérieur de mon animation, ça va être un peu chiant parce que je vais devoir attraper plusieurs clés pour la bouger. Mais du coup, comme on a vu en traditionnel, on a le raccourci plus et moins du clavier qui marchait pour l'exposition du dessin. Ça marche également pour repousser des clés d'animation. Donc si je viens ici et que je veux que ma balle reste beaucoup plus longtemps en l'air, j'appuie sur plus et je vois que ça recule simplement le reste de mes clés. Si maintenant je trouve qu'elle est trop longtemps en l'air, alors j'utilise le moins pour enlever des frames à l'intérieur de mes clés. Quand votre animation a l'air de vous convenir, donc que vous avez rajouté le plus de clés possible, que ce soit des poses clés, que ce soit des breakdowns, à ce moment-là seulement, vous allez pouvoir jouer avec l'interpolation. Donc maintenant, lorsque je vais rajouter toutes mes interpolations, je vais pouvoir sélectionner, donc avec un clic, Shift-clic, je sélectionne toutes mes clés, et puis je viens ajouter l'interpolation. Une fois que l'interpolation est mise, j'aurai encore ce rendu hyper automatique, parce que le logiciel, lui, il va simplement remplir bêtement et de manière équilibrée d'une clé à l'autre. Il ne va pas réfléchir à si mon animation est intéressante ou pas. Par exemple, quand elle s'envole, ce que je remarque, c'est que le logiciel, comme je vous disais, va simplement calculer ce qui manque entre l'information A et l'information B. Il ne va pas réfléchir qu'il y a un sol, que la balle doit rebondir sur ce sol. Donc c'est pour ça qu'on voit que de cette clé-ci à cette clé-ci, le logiciel ne va pas comprendre que la balle, en fait, elle rebondit sur ce sol pour s'envoler. Lui, il va juste calculer ce qui manque entre cette information-ci et cette information-là. Et donc ce qu'il va faire, c'est que la balle va commencer à s'envoler en se replaçant. Et donc ça va donner ce côté super mou et super automatique. Et on n'aura aucune sensation d'impulsion. C'est ça qui donne ce petit côté mou. Donc c'est là où je vous disais, l'interpolation va nous aider sur certains égards. Donc par exemple là, ça marche très bien. De là à là, ça marche bien parce que elle va juste s'écraser sur le sol. Elle n'est pas en train de bouger dans l'espace, donc là, ça marche bien. On a gagné du temps. Mais de là à là, ça ne marche pas. C'est là où je vous disais, l'interpolation va nous aider, mais il va falloir chipoter dedans pour donner un rendu efficace. Donc le souci, c'est que moi j'ai pensé d'une manière traditionnelle, en sachant que si je l'avais dessinée à la main, j'aurais d'abord forcément transformé ma balle à même le sol avant qu'elle s'envole. Ici le logiciel ne va pas le faire, donc je vais devoir copier cette clé-ci, la mettre sur le sol, pour qu'il comprenne qu'il doit d'abord modifier sa taille avant de s'envoler. Ensuite, c'est pas parce que j'ai mis l'interpolation que je ne peux pas modifier le timing. J'ai déjà fait un premier travail de timing avec les clés. Maintenant, avec l'interpolation, ça va me donner une autre sensation et je vais pouvoir modifier encore le timing à ce moment-là. Alors, de la même façon ici que ça ne marchait pas trop entre ces deux clés-ci, eh bien, de celle-ci à celle-ci, le logiciel va vraiment calculer d'une manière hyper automatique cette déformation. Ce que je peux déjà décider, c'est qu'elle reprenne sa forme, c'est que ma balle reprenne sa forme plus tôt. Alors pour moi ça me semble un peu lent au-dessus.
Mais pour l'instant, l'ascension de la balle est encore trop automatique, alors que normalement, elle aura pris une accélération parce qu'elle s'est lancée en l'air. Mais une fois qu'elle va être en l'air, elle va perdre sa vitesse, et puis retomber lentement, et puis reprendre de la vitesse parce qu'elle sera attirée par la gravité. Donc ça, c'est quelque chose qui va se donner avec le spacing. Donc pour ça, eh bien, je vais aller chercher mes outils de spacing. Ici, le set is for multi-parameters. Donc je peux rallumer mon onion skin pour qu'on voit ce qui se passe. Voilà. Et moi, je veux lui dire qu'il doit y avoir un ralentissement une fois qu'il se trouve au sommet. Après, ce sera de plus ou moins fort, ça ce sera à tester. Mais ça commence déjà à donner quelque chose d'un peu plus sympa. Une fois que c'est bon et que mon animation me convient, je vais venir casser mon interpolation. Ça peut être toujours pas mal de vérifier que on est bien sur des nombres pairs. Après, pour un effet de style, il n'y a aucun souci d'avoir 2 clés collées. Donc par exemple, sur cette portion-là, je vais casser. Ici, elle n'est pas en nombre pair. Du coup, je choisis, si mon timing me convenait parfaitement, alors il n'y a aucun souci à avoir 2 clés collées. Attention que si vous cassez votre interpolation à la main, faites-le bien de droite à gauche. Parce que si vous le faites de gauche à droite, si je viens casser maintenant mon interpolation ici, je perds mon information qui se trouvait à droite, parce qu'il va vraiment venir casser l'interpolation. Donc, si je veux le faire à la main, parce qu'ici c'est quelque chose d'un peu plus spécifique, alors je viens à la main de droite à gauche pour venir placer les clés qui me manquent et puis retirer l'interpolation qui reste. Et puis je regarde, effectivement ici tout est bien en paire, alors je viens juste casser l'interpolation comme ceci. Et donc voilà, avec tout ce qu'on a vu ensemble, vous avez en main tout ce qui est nécessaire de savoir pour faire de l'animation cutout.